Chapitre 3 de la troisième partie. Les jurés de cour d'assises. Ne pouvant étudier ici toutes les catégories de jurés, j'examinerai seulement la plus importante, celle des jurés de cour d'assises. Ces jurés constituent un excellent exemple de foule hétérogène non anonyme. Nous y retrouvons la suggestibilité, la prédominance des sentiments inconscients, la faible aptitude au raisonnement, influence des meneurs, etc. En les étudiant, nous aurons l'occasion d'observer d'intéressants spécimens des erreurs que peuvent commettre les personnes non initiées à la psychologie des collectivités. Les jurés nous fournissent tout d'abord une preuve de la faible importance que présente au point de vue des décisions le niveau mental des divers éléments composant une foule. Nous avons vu que lorsqu'une assemblée délibérante est appelée à donner son opinion sur une question n'ayant pas un caractère tout à fait technique, l'intelligence ne joue aucun rôle, et qu'une réunion de savants ou d'artistes, par ce fait seul qu'ils sont réunis, n'a pas sur des sujets généraux des jugements sensiblement différents de ceux d'une assemblée de maçons ou d'épiciers. À diverses époques, l'administration faisait un choix soigneux parmi les personnes appelées à composer le jury, et on les recrutait parmi les classes éclairées, professeurs, fonctionnaires, lettrés, etc. Aujourd'hui, le jury se recrute surtout parmi les petits marchands, les petits patrons, les employés. Or, au grand étonnement des écrivains spéciaux, quelle qu'ait été la composition des jurys, la statistique prouve que leurs décisions ont été identiques. Les magistrats eux-mêmes, si hostiles pourtant à l'institution du jury, ont dû reconnaître l'exactitude de cette assertion. Voici comment s'exprime à ce sujet un ancien président de cour d'assises, M. Bérard des Glageux, dans ses souvenirs. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, les choix du jury sont en réalité dans les mains des conseillers municipaux qui admettent ou éliminent à leur gré, suivant les préoccupations politiques et électorales inhérentes à leur situation. La majorité des élus se compose de commerçants moins importants qu'on ne les choisissait autrefois et des employés de certaines administrations. Toutes les opinions se fondant avec toutes les professions dans le rôle de juge, beaucoup ayant l'ardeur des néophytes, et les hommes de meilleure volonté se rencontrant dans les situations les plus humbles. L'esprit du jury n'a pas changé, ses verdicts sont restés les mêmes. Fermez les guillemets. Retenons du passage que je viens de citer les conclusions qui sont très justes et non les explications qui sont très faibles. Il ne faut pas trop s'étonner de cette faiblesse car la psychologie des foules et par conséquent des jurés semble avoir été le plus souvent aussi inconnue des avocats que des magistrats. J'en trouve la preuve dans ce fait rapporté par l'auteur cité à l'instant qu'un des plus illustres avocats de cour d'assises, Lachaud, usait systématiquement de son droit de récusation à l'égard de tous les individus intelligents faisant partie du jury. Or l'expérience seule, a fini par apprendre l'entière inutilité de ces récusations. La preuve en est qu'aujourd'hui le ministère public et les avocats, à Paris du moins, y ont entièrement renoncé. Et comme le fait remarquer M. des Glageux, les verdicts n'ont pas changé. Ils ne sont ni meilleurs ni pires. Comme toutes les foules, les jurés sont très fortement impressionnés par des sentiments et très faiblement par des raisonnements. Ils ne résistent pas, écrit un avocat, à la vue d'une femme donnant à téter ou à un défilé d'orphelins. Il suffit qu'une femme soit agréable, dit M. des Glageux, pour obtenir la bienveillance du jury. Impitoyables aux crimes qui semblent pouvoir les atteindre, et qui sont précisément d'ailleurs les plus redoutables pour la société, les jurés sont au contraire très indulgents pour les crimes dits passionnels. Ils sont rarement sévères pour l'infanticide des filles mères et moins encore pour la fille abandonnée qui vitriolise un peu son séducteur, sentant fort bien d'instinct que ces crimes-là sont peu dangereux pour la société et que dans un pays où la loi ne protège pas les filles abandonnées, le crime de celle qui se venge est plus utile que nuisible, en l'intimidant d'avance les futurs séducteurs. Les jurys, comme toutes les foules, sont fort éblouis par le prestige, et le président des Glageux fait justement remarquer que, très démocratiques dans leur composition, ils sont très aristocratiques dans leurs affections. Le nom
la naissance, la grande fortune, la renommée, l'assistance d'un avocat illustre, les choses qui distinguent et les choses qui reluisent, forment un appoint très considérable dans la main des accusés. Agir sur les sentiments des jurés, et comme avec toutes les foules, raisonner fort peu, ou n'employer que des formes rudimentaires de raisonnement, doit être la préoccupation de tout bon avocat. Un avocat anglais célèbre par ses succès en cour d'assises a bien montré la façon d'agir. Nous citons. Il observait attentivement le jury tout en plaidant. C'est le moment favorable. Avec du flair et de l'habitude, l'avocat lit sur les physionomies l'effet de chaque phrase, de chaque mot, et il en tire ses conclusions. Il s'agit tout d'abord de distinguer les membres acquis d'avance à la cause. Le défenseur achève en un tour de main de se les assurer, après quoi il passe aux membres qui semblent au contraire mal disposés, et il s'efforce de deviner pourquoi ils sont contraires à l'accusé. C'est la partie délicate du travail, car il peut y avoir une infinité de raisons d'avoir envie de condamner un homme en dehors du sentiment de la justice. Fin de citation. Ces quelques lignes résument très bien le but de l'art oratoire et nous montrent aussi pourquoi le discours fait d'avance est inutile puisqu'il faut pouvoir à chaque instant modifier les termes employés suivant l'impression produite. L'orateur n'a pas besoin de convertir tous les membres d'un jury, mais seulement les meneurs qui détermineront l'opinion générale. Comme dans toutes les foules, il y a toujours un petit nombre d'individus qui conduisent les autres. J'ai fait l'expérience, dit l'avocat que je citais plus haut, qu'au moment de rendre le verdict, il suffisait d'un ou deux hommes énergiques pour entraîner le reste du jury. Ce sont ces deux ou trois-là qu'il faut convaincre par d'habiles suggestions. Il faut d'abord et avant tout leur plaire. L'homme en foule à qui on n'a plu est prêt d'être convaincu et tout disposé à trouver excellentes les raisons quelconques qu'on lui présente. Je trouve dans un travail intéressant sur Maître Lachaud l'anecdote suivante. Nous citons. On sait que pendant toute la durée des plaidoiries qu'il prononçait aux assises, Lachaud ne perdait pas de vue 2 ou 3 jurés qu'il savait ou sentait influents mais revêches. Généralement, il parvenait à réduire ses récalcitrants. Pourtant, une fois, en province, il en trouva un qu'il dardait vainement de son argumentation la plus tenace depuis 3/4 d'heure. Le premier du deuxième banc, le 7e juré, c'était désespérant. Tout à coup, au milieu d'une démonstration passionnante, Lachaud s'arrête et, s'adressant au président de la cour d'assises, « Monsieur le président, dit-il, ne pourriez-vous pas faire tirer le rideau là en face ? Monsieur le 7e juré est aveuglé par le soleil. » Le 7e juré rougit, sourit, remercia. Il était acquis à la défense. Fin de citation. Plusieurs écrivains, et parmi eux de très distingués, ont fortement combattu dans ces derniers temps l'institution du jury, seule protection que nous ayons pourtant contre les erreurs vraiment bien fréquentes d'une caste sans contrôle. Les uns voudraient un jury recruté seulement parmi les classes éclairées, mais nous avons déjà prouvé que même dans ce cas, les décisions seront identiques à celles qui sont maintenant rendues. D'autres, se basant sur les erreurs commises par les jurés, voudraient supprimer ces derniers et les remplacer par des juges. Mais comment peuvent-ils oublier que ces erreurs tant reprochées au jury, ce sont toujours des juges qui les ont d'abord commises, puisque quand l'accusé arrive devant le jury, il a été considéré comme coupable par plusieurs magistrats. Le juge d'instruction, le procureur de la République et la chambre des mises en accusation. Et ne voit-on pas alors que si l'accusé était définitivement jugé par des magistrats au lieu de l'être par des jurés, il perdrait sa seule chance d'être reconnu innocent. Les erreurs des jurés ont toujours été d'abord des erreurs de magistrats. C'est donc uniquement à ces derniers qu'il faut s'en prendre, quand on voit des erreurs judiciaires particulièrement monstrueuses, comme la condamnation de ce docteur X qui, poursuivi par un juge d'instruction véritablement par trop borné, sur la dénonciation d'une fille demi-idiote qui accusait ce médecin de l'avoir fait avorter pour 30 francs, aurait été envoyé au bagne sans l'explosion d'indignation publique qui le fit gracier immédiatement par le chef de l'État. L'honorabilité du condamné proclamée par tous ses concitoyens rendait évidente la grossièreté de l'erreur. Les magistrats la reconnaissaient eux-mêmes, et cependant, par esprit de caste,
ils firent tout ce qu'ils purent pour empêcher la grâce d'être signée. Dans toutes les affaires analogues entourées de détails techniques où il ne peut rien comprendre, le jury écoute naturellement le ministère public, se disant qu'après tout l'affaire a été instruite par des magistrats rompus à toutes les subtilités. Quels sont alors les auteurs véritables de l'erreur ? Les jurés ou les magistrats ? Gardons précieusement le jury. Il constitue peut-être la seule catégorie de foule qu'aucune individualité ne saurait remplacer. Lui seul peut tempérer les duretés de la loi, qui, égale pour tous, doit être aveugle en principe, et ne pas connaître les cas particuliers. Inaccessible à la pitié et ne connaissant que le texte de la loi, le juge, avec sa dureté professionnelle, frapperait de la même peine le cambrioleur assassin et la fille pauvre que l'abandon de son séducteur et la misère ont conduit à l'infanticide, alors que le jury sent très bien d'instinct que la fille séduite est beaucoup moins coupable que le séducteur, qui lui, cependant, échappe à la loi et qu'elle mérite toute son indulgence. Sachant très bien ce qu'est la psychologie des castes et ce qu'est aussi la psychologie des autres catégories de foule, je ne vois aucun cas où, accusé à tort d'un crime, je ne préférerais pas avoir affaire à des jurés plutôt qu'à des magistrats. J'aurais beaucoup de chance d'être reconnu innocent avec les premiers et très peu avec les seconds. Redoutons la puissance des foules, mais redoutons beaucoup plus encore la puissance de certaines castes. Les premières peuvent se laisser convaincre, les secondes ne fléchissent jamais.